Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième volet de ces DNAD virtuels consacrés aujourd'hui à Software Defined Access ou SD Access. Alors, pour resituer un petit peu SD Access dans ce voyage-là dans lequel nous vous accompagnons pendant ces 3 semaines, on a commencé par vous présenter les évolutions sur l'IT, avec notamment des évolutions fortes sur le moyen de se raccorder au réseau et notamment l'évolution des standards wireless avec le Wi-Fi 6. Et on a surtout vu comment finalement il fallait changer un peu le paradigme sur les réseaux d'entreprise. Et pour le moment, avec davantage d'automatisation, davantage de visibilité et de sécurité. Alors, sur ces dernières séances, les deux derniers webinaires, Vincent Makowski vous a présenté notamment comment DNA Center pouvait aider. Alors, pouvait aider déjà pour faire une automatisation de base avec du plug and play, pouvoir pousser des templates, upgrader, faire des RMA, gérer des patchs. Donc ça, c'était la session de jeudi dernier. Ce mardi, vous avez vu qu'on pouvait aller plus loin en ayant de la visibilité, une visibilité assez forte sur la compréhension du réseau, à la fois en termes d'expérience utilisateur, l'expérience de connexion, mais au-delà de ça, même comment fonctionnent les différentes applications. Et là, on va aller un petit peu plus loin avec SD Access aujourd'hui. On va essayer de voir comment finalement on peut avoir un réseau qui est complètement automatisé par DNA Center, bénéficie de tout ce qu'on a vu précédemment, bénéficie de la visibilité, et sur lequel on va pouvoir ajouter davantage de sécurité, et on parlera notamment de segmentation. Alors, tout ça, ça nous amène à toujours plus d'agilité au niveau de l'IT pour pouvoir mieux répondre aux problématiques business. Alors, je vous ai prévu un petit agenda. On va d'abord commencer par voir un peu ce que c'est qu'SD Access dans les grandes lignes. Après, je vous montrerai les détails de l'architecture. Je vais passer pas mal de temps en démo. Et après, je vous parlerai d'un sujet qui intéresse la plupart des clients que je rencontre, c'est le multisite. Généralement, on n'a pas qu'un seul site à raccorder, donc on va passer un petit peu de temps là-dessus. Et puis, je terminerai un petit peu en donnant des perspectives qui seront, on va dire, une bonne introduction au sujet qui sera présenté mardi prochain par Sébastien Fernandez. Comme l'a dit Federico, j'aime beaucoup parler, mais j'aime bien surtout quand les réponses sont données aux questions. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui un panéliste, des panélistes hors normes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions quand vous en avez sur voilà, s'il y a des incompréhensions par rapport à ce que je raconte. Et si c'est utile, s'il reste des questions, éventuellement à la fin de la session, s'il reste du temps, ce qui est pas forcément sûr jusqu'à midi, écoutez, vous pouvez rester éventuellement dans le Webex à la fin de l'enregistrement et puis poser vos questions et avoir une interaction un peu plus directe à ce niveau-là. Alors, SD Access. Alors, je vais revenir un petit peu sur des choses qu'on a pu voir la semaine dernière. Je vais aller assez vite là-dessus, du coup, vous avez compris globalement la problématique qu'on a. C'est que les réseaux changent, les réseaux ont changé, avec toujours plus de menaces, toujours plus de données à transporter, toujours plus de variété dans les équipements à connecter, donc toujours plus de problématiques. Et à côté de ça, finalement, les personnes qui sont à gérer le réseau restent les mêmes. On n'a pas vu des équipes s'accroître de manière exponentielle comme l'ont fait les problématiques. Donc à un moment donné, ça veut dire que si on veut continuer à gérer, il faut peut-être faire un petit peu différemment. Il faut peut-être entamer une transformation sur les réseaux de campus, sur les réseaux d'entreprise pour pouvoir arriver à absorber, à faire face à toutes ces problématiques. Aujourd'hui, on voit beaucoup de clients qui subissent un petit peu toutes ces transformations et qui finalement partent à chaque fois au plus pressé et n'arrivent pas forcément toujours à gérer des projets de transformation du fait de toutes les besoins, tous les besoins quotidiens, du troubleshooting, notamment des problématiques dont on a parlé déjà ces 3 dernières séances. Alors, ce qu'on voit, c'est que
si on regarde un peu plus près ce que font les opérateurs hein, quand je dis opérateurs, les administrateurs systèmes et réseaux, on voit qu'on a encore 95% des changements qui sont faits manuellement sur les réseaux d'entreprise. Et beaucoup encore fait en CLI, hein, à la main. Je me connecte sur un équipement et je vais apporter la configuration de manière unitaire sur chaque équipement. Ce qui est intéressant, c'est de voir les conséquences un petit peu de ces modifications faites à la main. Déjà, on voit que finalement, ça entraîne déjà évidemment une perte de productivité. Hein. C'est des choses qui peuvent être assez lentes. Mais également, ce qu'on voit, c'est que ça a un impact aussi sur l'harmonisation des configurations. On a des problématiques de compliance qui peuvent arriver avec des configurations qui sont différentes selon les équipements, qui vont nous entraîner des fois, qui peuvent générer des problèmes de performance, des problèmes de sécurité. Hein. Et 70% des problèmes que l'on observe aujourd'hui ou des violations de politiques de sécurité sont aujourd'hui associées à des erreurs humaines. Hein. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas donner l'exemple un peu simpliste du permit any qu'on aurait mis à la fin d'une access list ou d'une règle sur un firewall, mais ça s'en rapproche. C'est-à-dire on croit qu'on a bien sécurisé quelque chose, etc. Mais après, voilà, on n'est jamais infaillible. Du moins, celui qui est infaillible, c'est celui qui configure jamais rien. Et du coup, ça peut générer des gros problèmes. Donc, l'idée, c'est de changer un petit peu la manière de faire. Les challenges principaux que nous remontent nos clients sont d'abord la complexité de management. Hein. C'est-à-dire, on est encore à aller sur les équipements de manière individuelle, à aller gérer de manière unitaire un port, un VLAN, des attributs qui ne sont pas forcément très complexes, hein, mais il faut aller gérer le réseau boîte par boîte, avec les problématiques que ça engendre. Je vous ai parlé de problèmes de compliance, problème aussi, c'est-à-dire que quand le jour où l'expert n'est pas là, finalement tout s'arrête et on ne peut plus faire évoluer le réseau. Un autre problème, on en a déjà parlé avec l'assurance, hein, c'est la lenteur pour résoudre les problèmes. Hein, des problèmes qui sont complexes, on n'est pas sur un lien qui est up ou down, on peut avoir des problématiques. Est-ce que c'est lent aujourd'hui? J'arrive pas à accéder à mon application cloud, du moins c'est un petit peu plus lent que d'habitude, j'ai du mal à me connecter. Hein, donc on n'est pas sur des problématiques noir ou blanc, mais sur des problématiques un petit peu complexes. Et un item qu'on verra aujourd'hui un peu plus longuement, c'est la difficulté de segmenter le réseau. Alors, la segmentation, c'est au-delà de juste mettre un VLAN avec une access list. Hein. La segmentation, c'est la capacité réellement de pouvoir, de manière abstraite, sur des attributs, de pouvoir déterminer, tirer des cloisons dans le réseau pour pouvoir empêcher des communautés d'utilisateurs ou de endpoints, plus précisément, à pouvoir communiquer les uns avec les autres. Et tout ça, c'est dans un contexte de mobilité. Hein, on veut pouvoir se connecter sur un bâtiment, sur un autre, d'un étage, basculer d'un étage à un autre, filaire, Wi-Fi, peu importe. On veut pouvoir garder un contexte de connexion qui nous permet d'accéder toujours aux mêmes ressources et d'être sécurisé de la même manière. Donc voilà, ça, c'est les principaux points qu'on entend aujourd'hui. Alors ça, on l'entend dans un contexte qui est assez particulier. Oui, on a envie de faire plein de choses, mais on a toujours cette menace omniprésente aujourd'hui sur tout ce qui est attaque, cyberattaque. J'ai quitté les opérations il y a bientôt 11 ans. Le monde est un peu plus difficile aujourd'hui que quand j'étais côté production, avec bien des menaces qui sont professionnelles, avec évidemment des vues de rentabilité, des vues de gagner de l'argent en attaquant, en allant voler des données, en faisant du hameçonnage, des ransomware, etc. etc. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là qu'on a besoin d'être un peu plus agile d'un point de vue sécurité. Et ce qu'on a pu observer chez nos clients, c'est que en cas d'attaque, et tous les clients qui ont été fortement attaqués n'avaient pas de dispositif en place pour pouvoir ajouter de la segmentation sur leur réseau.
D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables d'agir. Hein, évidemment, il faut travailler en anticipation, mais il faut aussi être capable de réagir et de pouvoir très rapidement eh bien, prendre des décisions assez fortes pour pouvoir limiter la propagation d'une menace à l'intérieur du réseau en tirant les fameuses cloisons dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, on a plein d'exemples à ce niveau-là de besoins de segmentation qui vont au-delà des groupes dans l'Active Directory. Je donne l'exemple d'un client qui a déployé Software Defined Access il n'y a pas longtemps. Son use case, son besoin, c'était la fin de vie de Windows 7, hein, qui arrivait un peu plus tôt cette année. Fin de vie de Windows 7, donc et il n'était pas capable d'aller retirer de son réseau tous les Windows 7. Il savait qu'il allait en avoir encore pour plusieurs mois, de longs mois, plusieurs années même, avec du Windows 7, sans les patchs de sécurité qui vont bien, avec la menace systématique finalement d'avoir des compromissions, des problèmes sur ce type d'operating system. Son besoin de segmentation, c'était de pouvoir prendre une action immédiate sur l'intégralité des postes en Windows 7 en disant moi je veux, quand j'ai une menace, quand je suis au courant qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une nouvelle attaque, une nouvelle cyberattaque visant ce type de dispositif, je suis capable de les isoler, de les sortir du réseau ou du moins de limiter la propagation de certains ports, de certains flux depuis ces operating systems. Hein, donc on comprend qu'on est bien au-delà de la notion de filtrage sur adresse IP, etc., etc. Alors pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques, hein, vous l'avez vu, on peut gérer un petit peu d'automatisation, on peut rajouter des briques d'assurance. Et ce qu'on a fait, c'est créer un système complet qu'on appelle Software Defined Access qui vient adresser l'intégralité de ces problématiques. Avec une fabrique déjà, donc ça je détaillerai un petit peu et je détaillerai surtout pourquoi on fait une fabrique. Mais déjà le point, c'est un objectif, c'est de faire un réseau qui est 100% automatisé, à la fois en filaire, mais également en Wi-Fi. D'accord? Donc, avoir la capacité de configurer depuis un single pane of glass, depuis une seule interface graphique qui est le DNA Center, de pouvoir configurer l'intégralité du réseau en utilisant des principes plug and play, c'est-à-dire vous sortez les équipements du carton, vous les posez et vous avez des workflows, donc des process qui vous permettent de bâtir votre réseau sans avoir à vous connecter localement sur les équipements pour réaliser des opérations. Hein, on sort du geste unitaire et on adresse l'intégralité de notre réseau comme un système auquel on va donner des ordres. Je vous rappelle, ça c'est les principes de base de Linton-based networking. Deuxième point qu'on adresse, c'est ce besoin de visibilité. Il a été présenté en long en large mardi dernier par Vincent Makowski. Alors, ce qui a été important de comprendre, c'est que cette visibilité, elle ne nécessite pas forcément SD Access. Vous pouvez être sur un réseau traditionnel et bénéficier de toute la brique assurance dont vous a parlé Vincent Makowski. La bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes en SD Access, vous en bénéficiez également. Et le dernier point qui est tout en haut, c'est cette problématique, ou du moins ce besoin de segmentation et de sécurité avancée, eh bien, il est offert nativement grâce à Software Defined Access. Il est présent avec une segmentation qui va être complètement découplée des VLAN, des adresses IP. Conceptuellement, comment ça va fonctionner? Si on regarde un petit peu l'architecture, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, on va regarder ça un petit peu plus tard. C'est un réseau filaire Wi-Fi qui va pouvoir me fournir des services et notamment de la segmentation qui est piloté par un DNS Center qui va garantir cette automatisation, cette visibilité, cette expérience utilisateur et également cette sécurité. Alors SD Access, ça va faire 2 ans et demi, bientôt 3 ans d'ailleurs, qu'on a sorti SD Access. On a près de 1000 déploiements. Alors le compteur, c'est toujours difficile à dire où on en est, si on en a avant 1000, après 1000, etc. C'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est en place. Mais on a des déploiements qui sont faits. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des retours sur des déploiements qu'on a pu faire il y a déjà 2 ans. Et les retours sont très bons. C'est-à-dire que les réseaux sont stables, les réseaux fonctionnent et délivrent leurs promesses. Donc aujourd'hui, on vient et je vous en parle en toute confiance sur SD Access. Je sais que c'est une technologie qui répond aux besoins des entreprises et je sais également que c'est quelque chose qui assure, qui garantit la stabilité, bien évidemment escomptée, en plus évidemment de ces besoins d'automatisation et autres.
Alors, SD Access, ça va s'inscrire chez Cisco dans une démarche ça va aussi s'inscrire dans une démarche qui est un petit peu plus globale, euh, qui ne s'arrête pas à la connexion, on va dire, de l'utilisateur, hein, du moins au poste de travail, c'est le workplace. D'accord? On a on a lancé une initiative, une solution appelée Cisco Zero Trust, qui a été reconnue comme étant leader du marché par un analyste qui est Forrester. Je vous ai mis la référence ci-dessous, qui vient comprendre plusieurs items, dont la connexion sur le campus avec SD Access et Cisco ISE, Identity Service Engine, que je redétaillerai un petit peu tout à l'heure, la connexion des employés avec Duo Networks et également la connexion des workloads avec Cisco Tetrachain. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à tous ces éléments, hein, on va pouvoir garantir cette segmentation et cette sécurité en tout point du réseau, de l'utilisateur sur son poste de travail, sur son lieu de connexion, sur le réseau et également sur les workloads de l'entreprise. D'accord? Donc, on essaye systématiquement chez SCO, on a la chance d'être présent sur tous les domaines et on adresse des problématiques globales de cette manière. Je reviendrai sur ce point d'introduction et en conclusion, pardon, et Sébastien Fernandez, mardi prochain, lors de la présentation DNA Center Platform, vous parlera à sa longueur des intégrations multidomaines et comment on arrive à fournir des solutions de bout en bout. Mais sans plus tarder, maintenant, je voudrais vous parler de l'architecture SD Access. Alors, pour comprendre cette architecture SD Access, il faut comprendre pourquoi on a dû faire SD Access. Pourquoi on a dû créer une fabrique, hein. J'ai parlé du mot, j'ai anticipé, je vous ai parlé du mot fabrique. Pourquoi on doit changer la manière de faire des réseaux? Le point est le suivant. Alors, je ne sais pas combien de personnes sont connectées à ce webinaire aujourd'hui. On a beaucoup de monde et je vous remercie d'ailleurs d'être présents aussi nombreux. Si je vous demande à tous de me faire un petit schéma de votre réseau, je vais probablement avoir un certain nombre de diagrammes très différents. Et peut-être, si vous êtes, je veux dire, X, je vais avoir plus un nombre X personnes, je vais avoir un nombre de schémas qui sera peut-être plus grand que X. Pourquoi? Parce qu'on a beau suivre les validités de design, on a beau suivre les recommandations, ben finalement, on a toujours des exceptions avec des choses qu'on va faire dans un bâtiment et pas dans un autre. On doit gérer un existant également. Bon, ça, c'est un exemple hein, d'architecture assez basique, hein, c'est simple qu'on voit au quotidien. Alors, du layer 2 partout en spanning tree, sans VSS, en bas avec du VSS et de l'Ether Channel, du stack OS virtual. J'ai du stack OS virtual sur la distri avec une architecture à 3 niveaux, puis après je remonte en IP. Et puis j'ai des clients qui sont également routiers d'accès avec de l'accès routé dès le switch d'accès. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'options. Il y a plein d'options quand on va vouloir créer des réseaux. Et on voit différents types d'architecture se dessiner. Si on reste dans une volonté d'automatiser tout ça à travers des templates, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. On le sait, hein, parce qu'on sait le faire également hein, avec des outils d'orchestration. C'est extrêmement compliqué parce qu'à chaque fois, il faut se dire, est-ce que je suis dans le mode X, Y, Z? Est-ce que je suis dans le type de bâtiment A, B, C? Est-ce que j'ai un accès à 2 niveaux? Est-ce que je suis un réseau à 3 niveaux? Est-ce que j'ai une distri routée, etc. Et après, je suis toujours en mode if then else. C'est-à-dire, si je suis dans le cas de gauche, alors je vais devoir pousser tel type de configuration. Si je suis dans le cas du milieu, alors je vais devoir pousser tel type de configuration, etc. etc. Et tous les outils d'automatisation, finalement, qui essayent de travailler sur des architectures traditionnelles échouent, ou du moins se retrouvent à devoir gérer la complexité du réseau. C'est-à-dire, oui, certes, on ne va plus configurer le réseau à la main, mais finalement, cette complexité de configuration, elle se retrouve dans l'orchestrateur sur lequel on va devoir implémenter toutes nos routines, du code, et finalement, on n'a rien changé. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas conserver des réseaux traditionnels pour pouvoir avoir plus d'automatisation et plus de services, ça ne fonctionne pas.
L'autre problématique, et je veux dire qui est assez évidente quand vous allez voir, c'est que tout ce qu'on va faire aujourd'hui sur le réseau, que ce soit de la COS, de la sécurité, du routage avancé, etc., tout est principalement fait en prenant en compte l'adresse IP, ou plus exactement un 5 tuple avec port source, port destination, protocole, etc. Et c'est un problème, parce que ce qu'on veut, c'est pas gérer, et ce que veulent les clients, c'est surtout, c'est pas gérer la COS ou gérer de la sécurité selon une adresse IP. Ce qui intéresse tout le monde, c'est de prendre en compte le contexte de connexion. Qui est raccordé avec quel type de device? Est-ce que c'est un device conforme à la politique d'entreprise? Est-ce que c'est Jérôme avec son Mac? OK. Est-ce qu'il y a un antivirus qui est activé? Est-ce qu'il est bien enregistré? Est-ce qu'il n'a pas effacé le disque dur pour pouvoir mettre un auto-operating system, etc., etc. Est-ce que c'est un device mobile? Est-ce que le MDM est installé? Est-ce que l'iPhone a été jailbreaké? Est-ce que c'est un outil, est-ce que c'est un device IoT? Est-ce qu'on l'a profilé comme étant une caméra, comme une machine à café, comme une imprimante, peu importe. Donc, vous voyez que ça, on l'a pas. On n'a pas ces informations dans le paquet, dans le header. Et du coup, ce qu'on a fait depuis des années maintenant, c'est on a essayé de se débrouiller. Et comment on s'est débrouillé? Eh bien, on a créé des VLAN dans tous les sens, beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'il y a sur ce slide. Et on a fait des règles pour dire, OK, bah, si c'est Jérôme qui est connecté, qui est dans tel groupe dans l'Active Directory, alors je le mets dans tel VLAN. Si c'est un iPhone qui est jailbreaké, alors je le mets ici. Si c'est un téléphone, alors je le mets dans tel autre VLAN. Si c'est une imprimante, je le mets dans tel autre VLAN, etc., etc., etc. Donc finalement, on a essayé de faire des bidouilles, du moins de s'en sortir avec les moyens à notre disposition pour arriver à retrouver le contexte de connexion. Parce qu'après, on peut se dire que c'est simple. Oui, OK, je vois un utilisateur dans le VLAN 20 et j'ai un moyen derrière, sur son adresse IP, de faire des règles pour pouvoir faire la segmentation escomptée. Alors oui, ça marche, mais la conséquence, c'est celle-là. C'est-à-dire que derrière, vous allez faire des règles basées sur l'adresse IP, et l'adressage IP, ben, il est hautement complexifié parce que vous avez des tonnes et des tonnes de VLAN qui sont rajoutés. Vous en voulez toujours plus. Et ça se traduit dans de la complexité. Alors ici, c'est de la CLI, mais ça pourrait être de la GUI, ça serait pareil. Gérer ça en GUI, c'est pas plus simple. Alors, rajouter des lignes, c'est toujours facile, mais quand on revient 2 ans après pour essayer de comprendre si on peut retirer une ligne ou comment on change une politique de sécurité pour justement un groupe utilisateur, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'idée, c'est de changer un petit peu ce mode-là et de le gérer complètement. Un autre point aussi, c'est que pour s'en sortir et pour éviter d'avoir trop de VLAN, on a vu des clients qui étendaient de plus en plus le nombre, leur VLAN sur leur site. Donc des VLAN qui se prolongent sur l'intégralité d'un bâtiment, des fois sur l'intégralité d'un campus et des fois entre différents campus, d'extension niveau 2 entre sites. Alors oui, ça réduit le nombre de VLAN, donc ça permet d'alléger un petit peu la charge de configuration sur nos dispositifs de sécurité, mais au final, bah, on sait ce qui se passe quand le layer 2 il est étendu. On est en 2020 et il y a encore des boucles niveau 2 qui sont créées avec des difficultés de gestion au niveau spanning tree qui entraînent des incidents majeurs, des incidents majeurs sur les infrastructures. Alors, on va regarder maintenant pourquoi aussi c'est compliqué sur une infrastructure traditionnelle. Je reviens sur le point pourquoi on a besoin de changer de type d'architecture. Faire toutes ces opérations, ce n'est pas de la physique des particules, ce n'est pas des choses très très compliquées, mais ça nécessite pas mal d'opérations. C'est-à-dire, imaginons qu'on doive créer différents groupes d'utilisateurs. Eh bien, sur un réseau assez simple, avec 2 niveaux, un niveau avec une couche de cœur en layer 3, puis des switches d'accès niveau 2, et des trunks qui remontent sur la couche de cœur. Alors, si je veux faire toutes ces opérations, bah, je dois créer mes groupes dans l'Active Directory.
définir sur un serveur AAA des policies pour dire en fonction de quel groupe, sur quel VLAN, je vais pouvoir mettre mes utilisateurs quand ils vont vouloir se connecter. Je vais devoir, bien évidemment, créer tous ces VLAN sur l'intégralité de mes switches d'accès, les configurer sur mes trunks. Je vais devoir également créer les subnets associés sur mon serveur DHCP. Évidemment, à un moment donné, il faut créer les SVI, les interfaces VLAN sur les switches de cœur. Je vais devoir implémenter à un moment donné aussi mes règles de sécurité. C'est-à-dire, si je veux faire ma segmentation, il faut bien qu'elle soit faite quelque part. Donc, on voit bien que c'est pas à chaque fois des opérations qui sont compliquées. Hein. Rajouter une interface VLAN sur le switch, c'est le niveau de base. Mais ce sont des gestes qui sont répétitifs, qu'on doit faire encore et encore. Et surtout, à chaque fois qu'on va devoir ajouter un groupe, on va devoir refaire les mêmes gestes. Et puis, on va devoir utiliser plein d'interfaces différentes, se connecter un petit peu sur les équipements réseau, se connecter sur le contrôleur Wi-Fi, se connecter sur le serveur AAA, se connecter sur le serveur DHCP, etc., etc. Donc, ça fait plein d'opérations successives à faire, avec le risque, évidemment, à chaque fois de créer une erreur, la lenteur derrière, c'est-à-dire que, OK, ce sont des changements simples, mais il faut les faire, ils prennent du temps. Et quand on va vous demander d'ajouter, d'implémenter une nouvelle règle de sécurité, une nouvelle policy, bah, ça va vous prendre du temps, vous n'allez pas pouvoir le faire en claquant des doigts. Et le pire, et ça, alors moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, mais quand je fais quelque chose une fois, j'aime bien quand c'est réplicable. Et là, c'est terrible, c'est qu'à chaque fois que vous allez devoir refaire l'opération, il va falloir tout recommencer depuis le début. C'est-à-dire qu'il va falloir refaire les mêmes opérations, recréer des VLAN, les rajouter sur tous les trunks, etc., etc., et vous gagnez rien à chaque fois. Bon, petite image pour comprendre l'idée. Hein, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être changer un petit peu le mode de fonctionnement. Et c'est toute l'approche d'SD Access, c'est de changer la donne. Hein, c'est de changer complètement la donne pour pouvoir sortir de ce mode dans lequel finalement on est depuis des années. On est en 2020 et on peut se dire qu'il y a peut-être autre chose à faire. Sortir de cette segmentation traditionnelle et passer dans quelque chose qui est software defined, en utilisant, en faisant des policies, alors on appelle ça des group-based policies ou des policies par groupe, basées sur des groupes, et pouvoir avoir des règles de sécurité qui ressemblent un petit peu à ce que vous voyez à droite et qui est lisible, et en fonction de quel groupe parle avec quel groupe, quel type de contrat je vais pouvoir avoir. Est-ce que j'autorise, est-ce que je filtre, ou est-ce que j'ai des contrats un petit peu plus sophistiqués avec autoriser certains protocoles et pas d'autres. D'accord? Donc, euh, c'est ça l'objectif, c'est d'arrêter de raisonner en adresse IP. L'adresse IP, elle est là pour fournir de la connectivité. Il faut s'extraire un petit peu de cette adresse IP. Il faut avoir de l'abstraction par rapport à cette adresse IP pour fournir les services. Et c'est tout l'objectif de Software Defined Access. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser la notion de fabrique. Le but d'utiliser une fabrique, c'est d'apporter de la simplification. D'accord? On ne fait pas une fabrique, ce n'est pas notre objectif dans Software Defined Access de créer une fabrique. On s'en moque d'une fabrique quelque part. Ce qui nous intéresse, c'est notre objectif, c'est de la segmentation, c'est de l'automatisation et de la visibilité. Mais ce qu'on a vu, c'est que pour y parvenir à cet objectif, il faut changer la manière de créer des réseaux. Et la technologie de fabrique, dans laquelle on a quand même pas mal d'expérience sur le monde data center, sur le monde service provider, on voit que c'est une technologie qui est intéressante et qui va nous donner cette simplification. Pourquoi de la simplification? Eh bien, parce qu'on va avoir un underlay qui va pouvoir être 100% routé. La raison, c'est qu'on va utiliser du VXLAN, donc on va être dans de l'encapsulation sur IP, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, tous les liens sur le réseau sont identiques. Ce sont des équipements qui sont tous indépendants les uns des autres, avec des interconnexions routées, un protocole de routage entre tous ces équipements. L'objectif de l'underlay, c'est la transmission des données de manière ultra redondée, ultra optimisée. Et ce qui est bien, c'est que quand on est sur un réseau comme celui-là, c'est hyper homogène. Tous les liens sont pareils. Et comme c'est hyper homogène, c'est simple à automatiser. Il n'y a pas de différence entre les différents réseaux. Souvenez-vous du slide que je vous ai présenté où je vous ai montré tous les réseaux différents. Là, finalement, je prends 10 réseaux. Ils sont tous identiques. C'est du routage partout. Et je sais que je peux avoir un moteur de configuration qui va permettre d'automatiser tout ça. D'accord? C'est super simple. L'overlay,
Donc, on va voir les protocoles utilisés tout à l'heure. L'overlay va nous permettre d'activer nos services, d'activer notre segmentation, de permettre la connexion dynamique des utilisateurs. Et là aussi, c'est super homogène, c'est super simple à automatiser. Pourquoi? Parce que quand on est sur l'overlay, on n'est plus à réfléchir si on est sur le switch de gauche ou le switch de droite. On est sur notre fabrique qu'on gère de manière unitaire. Donc, vous comprenez l'idée de la fabrique, c'est vraiment d'avoir cette homogénéité, cette simplicité. Et comme c'est simple à automatiser, et on l'a fait avec DNS Center. Ça m'amène un petit peu à ce schéma d'architecture, un peu plus détaillé que tout à l'heure, dans lequel on va avoir une campus fabrique, à la fois sur les filaires, le Wi-Fi, les routeurs. Et cette fabrique, elle va être automatiquement automatisée, créée complètement par DNS Center. Elle va être monitorée également par DNS Center et on va pouvoir avoir également des politiques de sécurité, de segmentation orchestrées par DNS Center et gérées avec l'aide d'Identity Service Engine qui est présent pour tout ce qui est le policy plane, à la fois l'authentification des utilisateurs, l'autorisation des utilisateurs sur le réseau, tout ce qui est serveur FreePlay, UC de la X, MAB, etc. Et donner les credentials nécessaires pour chaque utilisateur. Et ISE va également être celui qui va permettre de gérer la segmentation, hein, donc il va faire le job, mais c'est bien DNS Center, c'est depuis DNS Center qu'on va faire toutes ces opérations. Alors, j'ai parlé de segmentation, il est temps de regarder un petit peu plus dans le détail ce que ça veut dire. On va avoir deux niveaux de segmentation sur une fabrique SD Access. Le premier niveau de segmentation, c'est ce qu'on appelle les virtual networks. Et c'est important, ces deux virtual networks ne parlent pas entre eux. Au sein d'une fabrique SD Access, deux virtual networks ne peuvent pas parler entre eux. Et là, on a des use cases qui sont assez évidents, par exemple les réseaux guest. Un guest n'a pas à parler avec un autre endpoint sur le réseau qui ne serait pas guest, et d'ailleurs, il y a peu de chances qu'il ait à parler avec d'autres guests. On a d'autres exemples également, la partie IT versus IoT. Hein, tous les devices IoT, on n'a pas forcément envie d'avoir une connexion, on a envie de les cloisonner, de les séparer du reste de notre réseau IT pour d'évidentes raisons de sécurité. Donc ça, c'est un use case qu'on voit beaucoup. Un troisième use case qu'on voit beaucoup, alors ça, pour des structures un peu plus grandes, ce sont des entreprises avec plusieurs entités qui doivent rester indépendantes. Et voilà, donc on va créer un virtual network par entité. Et ça va permettre de cloisonner ces entités les unes par rapport aux autres. Cloisonner également en termes d'adressage IP, parce que dans ces virtual networks, on peut avoir des overlaps d'adresse IP, peu importe. Pour que vous compreniez, vous le verrez tout à l'heure dans la démo, un virtual network est instancié sur une fabrique SD Access par une VRF. Donc on comprend bien le principe de segmentation forte sur ce concept de virtual network. Alors, au sein de ces virtual networks, on va pouvoir faire également un deuxième niveau de segmentation. On va parler de micro-segmentation. Et là, on va s'appuyer sur des groupes. Les groupes, on parle aussi de SGT, Scalable Group Tag. Vous avez peut-être entendu parler aussi de Security Group Tag. C'est la même chose. L'idée, c'est à leur connexion, on va pouvoir placer les endpoints dans des groupes, hein, comme on va les placer éventuellement dans un VLAN. On va pouvoir les placer dans un groupe. Et toute la sécurité derrière va pouvoir être basée sur ce groupe. Et même au sein d'un virtual network, on va pouvoir contrôler finement qui a le droit de faire quoi entre les différents groupes. Donc c'est extrêmement puissant. On n'est plus à se poser la question de savoir dans quelle adresse IP ou dans quel subnet on va pouvoir placer nos utilisateurs. Non, on va pouvoir faire des gros subnets, d'accord, dans lesquels on va placer tous nos utilisateurs et gérer derrière notre sécurité par ces groupes et se simplifier grandement la vie. Puis on a aussi d'autres bénéfices derrière, qu'on verra tout à l'heure, gestion d'IPv6, la capacité de mieux gérer l'adressage sur le réseau. Donc beaucoup de choses qu'on détaillera.
Donc voilà les bénéfices immédiats, voilà l'architecture déjà de base de Access et ce qu'on va pouvoir faire en termes de segmentation. Alors avant de passer à la démo, je veux rappeler, hein, donc on a une architecture de fabrique et avant de rentrer un petit peu dans le détail, dans une fabrique, on va avoir, et ça c'est important pour que vous compreniez la démo, on va avoir ce qu'on appelle un underlay qui va être 100% routé, hein, les liens rouges, mais on est quand même capable d'avoir des subnets étendus pour interconnecter nos endpoints. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez là deux utilisateurs, ils ont beau être raccordés derrière des edge nodes différents, eh bien, ils vont pouvoir rester dans le même subnet, et ça, c'est notre technologie de fabrique qui permet de l'assurer. On a sur chaque edge node, alors les edge nodes, ce sont les nœuds sur lesquels on va raccorder les endpoints, d'accord? Donc, ce sont les nœuds d'accès à la fabrique. Et chaque edge node va être Anycast Default Gateway, Anycast Gateway pour les utilisateurs qui sont connectés sur la fabrique. Pour sortir de la fabrique, on doit sortir de la fabrique par des nœuds particuliers qui s'appellent des border nodes. Donc, ces border nodes, voilà, donc ce sont, si jamais, par exemple, tout à l'heure, je vous disais, des virtual networks ne peuvent pas communiquer entre eux, ils ne peuvent pas le communiquer à l'intérieur de la fabrique. S'ils doivent communiquer, eh bien, le trafic doit sortir par un border node, probablement passer par un dispositif extérieur à la fabrique qui pourrait être une zone de sécurité avec un firewall, un IPS, des proxys, vous rajoutez tout ce que vous voulez. Et puis après, revenir dans la fabrique potentiellement pour pouvoir connecter, assurer la connexion avec l'autre virtual network. Hein, donc, le trafic ne peut sortir de la fabrique que par les border nodes. Un point que je rappelle, ça y est, c'est fait, on est en 2020, enfin, on arrête Spanning Tree, le Layer 2, et on peut dire adieu à ces problèmes du passé. Du moins, je l'espère, si vous déployez SD Access en tout cas, ça c'est aussi un bénéfice, en plus de l'automatisation, de la visibilité, en plus de la segmentation, eh bien, ça y est, on a une architecture qui est stable et qui dit enfin adieu à ces protocoles, du passé un petit peu, je dirais même dépassés. Alors, il est temps de faire une petite démo. Et pour ça, je vais me connecter sur une infrastructure qu'on utilise avec l'équipe dans notre lab. Hein. Donc, alors, je vais juste enlever ma barre de favoris. Là, vous allez avoir un peu plus de place. Donc là, je suis connecté sur un DNS Center. Et comme tout ce qui est configuration, finalement, ça se fait dans le menu Provision. Vous avez déjà vu ce menu, c'était jeudi dernier. Et vous aviez peut-être déjà remarqué que vous aviez ici un onglet Fabrique qui permet de voir les différentes fabriques qui sont présentes sur le réseau. Et ici, j'ai créé une fabrique. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait une fabrique, c'est ce qu'on appelle une fabrique domaine. Parce que DNS Center a une particularité, c'est qu'il va pouvoir gérer plusieurs sites. Et ces sites, ils vont tous être indépendants, ils vont tous être ce qu'on appelle des fabriques sites. Alors ici, j'ai deux fabriques sites qu'on appelle Boulogne et ici les Moulineaux, qu'on va pouvoir représenter ici. Hop, ici. Donc vous voyez ici les Moulineaux et Boulogne, qui sont deux sites et deux fabriques à part entière, hein, qu'on va pouvoir gérer de façon complètement indépendante et qu'on va pouvoir éventuellement raccorder entre eux grâce à ce qu'on appelle des fabriques de transit. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et après, je vais pouvoir me connecter sur une fabrique. Et là, vous voyez une architecture à deux niveaux, des switches de cœur, d'accord? Donc, quelque chose d'assez traditionnel, sur lesquels je vais pouvoir avoir mes switches d'accès. Mes switches de cœur vont être ce qu'on appelle des border nodes. Les switches d'accès vont être les edge nodes sur lesquels je vais pouvoir connecter mes utilisateurs. Alors, mes utilisateurs, mais pas que, on va pouvoir également gérer la partie wireless dans ma fabrique. Et ici, vous voyez notamment les access points hein, de ma fabrique qui sont connectés, qui sont gérés en mode SD Access également. Donc ici également, tout ce que j'ai dit, automation, end user experience et segmentation, est valable pour le filaire, mais également pour le Wi-Fi. Rappelez-vous, cette fabrique, elle est filaire et Wi-Fi. J'ai aussi des éléments un peu particuliers qu'on appelle des fabriques extensions.
Alors les fabriques extensions, c'est quoi l'idée? C'est imaginez vous avez un edge node et vous avez besoin de prolonger la fabrique vers, possiblement, un on a des fois ça, on a des tourniquets à l'accueil des bâtiments, sur lesquels on a besoin d'avoir un switch qui va être un petit peu à l'extérieur, on a besoin qu'il soit un petit peu durci, donc on a des switches, IE, hein, des switches IE qui tournent un code, iOS, hein, donc le même code, bah, qui vont pouvoir également, prolonger la fabrique, prolonger nos services de fabrique. Hein. C'est-à-dire que ces tourniquets, je vais pouvoir les connecter derrière ici. Alors c'est un IE 4000, aujourd'hui on a d'autres modèles, des 3400 par exemple, pour pouvoir gérer ce mode de fabrique extension, pour faire cette extension de fabrique. Alors un autre use case qu'on a, c'est avec notamment des switches compacts. Hein, vous savez, les petits switches qui sont fanless, qu'on va pouvoir mettre sur un bureau, quand on a éventuellement pas assez de port RJ45 ou de fibres. Écoutez, on tire, on rajoute ce switch et on va pouvoir démultiplier la connexion. On a beaucoup de bâtiments qui utilisent aujourd'hui ça pour se simplifier la vie, réduire le câblage. Et bah, vous voyez, c'est aussi intégré nativement dans une architecture SD Access. Alors, 3 edge nodes, 2 fabriques extensions, vous voyez l'optique, ça définit le rôle hein, d'un équipement dans une fabrique. Et ici, on a les border nodes et on a aussi les contrôle plane nodes. Alors, le node control, on le verra tout à l'heure, il est très important dans une fabrique, c'est lui qui permet de garantir le routage réel au sein de la fabrique, hein, de mettre en communication les utilisateurs. Et pour définir les rôles des équipements, bah, finalement, vous voyez, j'ai un toggle button qui me permet de définir, écoutez, là, si je veux l'activer en border node, eh ben, j'avais simplement cliqué pour l'activer en border node. Et après, je peux configurer, faire des modifications sur le border node, le supprimer de la fabrique. OK? Donc, une fois que ma fabrique est en place, hein, donc pour ajouter un équipement dans la fabrique, ici, j'ai simplement cliqué sur ajouter l'équipement comme Edge Node, et automatiquement, toutes les configurations de ma fabrique ont été positionnées sur l'équipement. Alors, une fois qu'on a une fabrique en place, on va pouvoir définir comment on va faire ce qu'on appelle le host onboarding. Le host onboarding, c'est comment on va pouvoir connecter les endpoints sur cette fabrique. Quelle est notre stratégie de connexion des endpoints sur la fabrique? Le premier élément qu'on va définir, c'est l'authentication template. C'est le mode de connexion par défaut sur la fabrique. Tous les edge nodes, tous les ports des edge nodes par défaut seront dans le mode que l'on aura décidé. Et ici, j'ai choisi un mode Close Authentication. D'accord? C'est le mode le plus sécurisé, basé sur 802.1x, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas authentifié, on ne peut pas se connecter, dans la fabrique. Moi, je pense que c'est un bon objectif. À partir du moment où on essaie de mettre en place une architecture pour garantir la sécurité, c'est un bon objectif de se dire qu'il faut que tout le monde soit authentifié pour pouvoir bénéficier de l'intégralité du service. Alors, OK, je suis en close authentication, mais j'ai la possibilité ensuite de pouvoir faire des exceptions et de pouvoir définir que sur un port de un de mes edge nodes, eh bien, je vais pouvoir éventuellement définir, alors ici, je vais prendre le port Gigabit Ethernet 1.0.9, je vais pouvoir définir que sur ce port, je vais pouvoir connecter un user device, je n'ai pas d'authentification sur ce port en particulier, et je vais pouvoir mettre ce port eh bien, dans un virtual network qui s'appelle Building et dans tel subnet avec derrière un security group sensor. Update, automatiquement, ça va me configurer mon port avec, ça va supprimer des configurations 802.1x, etc., etc. Mais je sais que par défaut, je suis compliant, que tous mes ports, si je n'ai pas mis d'exception, tous mes ports sont 802.1x, MAB, et du coup gérés par mon serveur AAA. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de regarder maintenant les virtual networks qui sont sur le réseau. Ici, j'ai déjà plusieurs virtual networks qui sont configurés, un virtual IT, ici, je vais appeler ça building, mais ça pourrait être IoT, un virtual network guest, et j'ai un virtual network également infra-VM. Alors, celui-là, il est un peu particulier, il permet de connecter notamment les access points et ces fameuses fabriques extensions. Je ne développerai pas ce point aujourd'hui. Et derrière chaque virtual network, je vais pouvoir associer des pools d'adresses IP. Alors oui, je vous ai dit, il n'y a plus besoin d'adresse IP pour gérer notre sécurité. Bon, à un moment donné, il faut juste qu'on puisse connecter les devices, hein. Donc, ici, dans le Virtual Network IT, j'ai un pool dual stack avec un subnet V4, un préfixe IPv6, hein, sur lequel j'ai la capacité de pouvoir faire des actions, rajouter
éventuellement des stratégies de flooding layer 2. Alors, ce n'est pas forcément l'objectif d'une fabrique, mais on a la capacité de le faire pour certains types de use cases. J'ai également la capacité de gérer mes SSID au sein de la fabrique. Alors ici, j'ai un SSID qui s'appelle SDA ILM Test, qui est associé à mon site ILM. Et en fonction après de l'authentification de l'utilisateur, je vais pouvoir le placer dans tel virtual network. Ici, j'ai un pool par défaut, on va dire, qui est choisi au cas où le serveur Adus m'envoie juste un access accept. L'utilisateur va tomber dans le pool employé. Ce n'est pas forcément la meilleure des approches, mais c'est celle que j'ai prise ici. Donc, vous voyez qu'on a une fabrique. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on va pouvoir activer des services. Si jamais je veux, par exemple, configurer le multicast, sur mon site, ça se fait avec un workflow assez simple, dans lequel je vais pouvoir, en quelques clics, mettre en place tout mon multicast sur le réseau. Alors, sur cette fabrique, si je reviens ici, j'ai deux utilisateurs qui sont connectés pour le reste de ma démo. Alors, j'ai un utilisateur qui est ici, qui s'appelle Jérôme, qui est connecté directement en filaire ici. J'ai un autre utilisateur qui s'appelle Maria, qui est connecté sur ce deuxième Edge Node. Et on va voir qu'ils vont pouvoir évidemment communiquer entre eux en V4 comme en V6. Ils sont sur le même subnet, même si notre fabrique, tous ces liens que vous voyez là, ce sont des liens niveau 3. D'accord? Et on va pouvoir avoir une extension de subnet entre ces utilisateurs. Jérôme est dans le groupe des développeurs, Maria est dans le groupe marketing, et on a un autre utilisateur qui est placé sur mon deuxième site, le site de Boulogne, qui est connecté en wireless, lui, qui s'appelle Federico et qui est aussi un développeur. D'accord? Donc mes utilisateurs, ils sont présents ici. Là, c'est Jérôme qui est connecté. Vous voyez l'adresse IP, 10.154.18.101. Il a également une adresse IPv6 et il communique en V4 et en V6 avec Maria, qui est connectée ici. Vous voyez, qui est sur le même subnet, qui est connecté sur un autre switch. Et on a une extension de subnet dans la fabrique. Même si on n'a pas de layer 2, même si on n'a pas de spanning tree, on s'est débarrassé de tout ça, on arrive à garder ces extensions de subnet. Et Maria communique évidemment avec Jérôme. Et puis on a Federico qui est connecté ici, qui est connecté et qui va pinguer Jérôme et Maria en IPv4. Je crois que Federico ne doit pas avoir d'IPv6 encore sur le site de Boulogne. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est une policy dans DNS Center, une policy pour potentiellement dire, moi j'ai envie que des développeurs au marketing, d'accord, là je n'ai pas de règles, c'est pour ça que tout le monde peut communiquer, mais je vais pouvoir appliquer ce qu'on appelle un contrat. Alors un contrat, ça peut être permis deny, mais après je peux faire les contrats que je veux, je peux les créer, je peux faire mes règles de sécurité associées, je peux autoriser FTP, je peux autoriser des UDP pour la collab, enfin voilà, je fais les règles, si je ne veux pas détailler ces points-là. Et je peux ici dire, voilà, maintenant je veux tout filtrer, j'ai une menace ou j'ai envie, je vois qu'il n'y a aucune raison que les développeurs et le marketing puissent communiquer ensemble, je peux appliquer une règle de sécurité. Donc j'applique cette règle, déjà je la sauvegarde. Une fois qu'elle est sauvegardée, on la voit, elle est présente ici, je vais pouvoir la déployer ensuite sur mon réseau. Et une fois qu'elle est déployée, succès, le déploiement est fait. Derrière, si je retourne sur mes utilisateurs, on va voir au bout d'un petit moment, on va voir que la communication ne passe plus. Alors là, c'est Federico, il continue de parler avec Jérôme, évidemment, parce que Jérôme, il est développeur, donc les développeurs peuvent parler entre eux, mais Federico ne peut plus parler avec Maria. Et nos utilisateurs, Jérôme et Maria, ne peuvent plus communiquer entre eux en V4 comme en V6. D'accord? Donc, vous voyez la puissance du modèle de Group-Based Policy, c'est qu'on est sur une segmentation qui n'est pas du tout basée sur l'adresse IP. On s'est extrait de toutes ces problématiques. L'adresse IP, elle sert pour la tuyauterie, elle sert pour transporter les données, très bien, ce qui nous permet de faire des topologies réseau extrêmement simplifiées, d'un point de vue réseau. Et au-dessus de cela, d'un point de vue complètement abstrait, je suis capable de mettre en place la sécurité que je désire. Après, vous avez compris la logique, créer des virtual networks. Je peux le faire depuis DNS Center. Dans un menu, je peux créer des nouveaux groupes. Par exemple, si je veux pouvoir créer un groupe, évidemment, on est dans un cadre de DNAD, et on va voir qu'on a des speakers, et puis on peut éventuellement avoir comment ça s'appelle, des listeners ou des attendees.
Donc là, je vais créer un groupe d'attendees. Donc, je crée mes différents groupes sur DNA Center et après, je peux créer un virtual network que j'appelle DNAD ici, dans lequel je vais pouvoir créer, je vais pouvoir retrouver mes speakers et mes attendees. D'accord. Hop là. Save. Et après, une fois que j'ai créé mon virtual network, je peux l'utiliser, je peux le récupérer sur ma fabrique et je peux y associer les subnets. Alors mes subnets, où est-ce que je peux les définir? Tout ce qui est la définition hein, dans DNA Center, c'est toujours dans Design. C'est là que je vais pouvoir définir mes différents subnets avec la définition de ce qu'on appelle les IP address pools. Et c'est là que je vais pouvoir créer mes pools d'IP. Alors, dans un premier temps, on va donner les pools d'IP qui sont, on va dire, les terrains de jeu de DNA Center. Alors, éventuellement, on va dire, bah, tiens, je te donne un /16. Alors ici, j'ai des /20 dans le lab. Je donne des /20 à DNA Center, qui sont mes pools globaux. Et après, je vais pouvoir les utiliser comme je veux et faire des réservations de subnets. C'est ce que j'ai fait ici. C'est dans ces /20, ben, j'ai réservé un certain nombre de /24. Et de la même chose en IPv6, dans un /48, j'ai réservé un certain nombre de /64 que je peux ensuite utiliser sur mes fabriques. D'accord? Donc, cette réservation, je peux la faire de manière simple. Et puis, ma création de groupe, de pool, pardon, et ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, elle peut être faite complètement, elle peut être importée, elle peut être gérée via un serveur IPAM qui peut être intégré à DNS Center, un Infoblox, un Efficient IP, pour pouvoir s'assurer que finalement tout ce que l'on fait là est propagé automatiquement dans l'IPAM et qu'on n'a pas de risque d'overlap avec la stratégie d'adressage global de l'entreprise. Là aussi, Sébastien Fernandez vous en parlera mardi prochain. Alors, il va parler de beaucoup de choses, vous l'avez vu. Donc, je vous encourage grandement à suivre sa présentation et à rester connecté jusqu'à la fin des DNAD. Un autre élément que je voulais également vous montrer, c'est la configuration du wireless dans SD Access. Je vous ai dit, SD Access gère le filaire comme le Wi-Fi. Je vous ai montré comment on pouvait rajouter des nœuds à la fabrique. Maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir rajouter des SSID à la fabrique. Ça se fait à travers, également toujours dans la section design, où je vais pouvoir créer mes SSID. Si j'ai deux SSID qui sont créés, je peux créer un nouveau SSID, DNAD. Alors là, ce n'est pas un SSID guest, on va dire DNAD private, ça serait un SSID pour le personnel en charge des DNAD, sur lequel je vais avoir un menu extrêmement simple pour pouvoir configurer, on va dire, les informations de base. Allez, je vais me mettre en 5 GHz only sur ce SSID, gérer le niveau de sécurité, éventuellement quelques settings avancés, voilà, et puis terminer, next. Et une fois que j'ai fait ça, je dois définir sur quel site je veux pouvoir utiliser ce SSID. D'accord? Alors, sur quel site, on va pas directement mapper un SSID avec des sites. Vincent Makowski vous en a parlé la semaine dernière. Tout ce qui est mapping entre, quelque part, des éléments de configuration et des sites se fait dans DNA Center à travers ce qu'on appelle un profil. On va créer des profils, et ces profils sont appliqués sur des sites, et au sein de ces profils, on va mettre de la configuration. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai un profil qui s'appelle SDILM, qui est valable sur mon site d'ILM et tous ses étages. Et dedans, j'ai déjà un SSID comme élément de configuration. Si je veux rajouter mon nouveau SSID pour ces sites-là, hein, je vais pouvoir le faire. Et je peux même modifier mon profil pour éventuellement qu'il s'applique à différents types de sites. Donc, vous pouvez, par exemple, créer un profil pour dire, moi, tous mes sites de bureau, d'accord, vous mettez dedans tous les sites dans lesquels vous avez des employés. Vous pouvez créer un autre profil de type tous mes sites de fabrication, d'usine. Et après, quand vous créez des SSID, bah, vous allez simplement dire à quel profil ça s'adapte. Et vous voyez que quand vous créez votre SSID, vous allez devoir, au moment de la mise en place d'un profil, définir si c'est un SSID qui va pouvoir fonctionner en mode fabrique ou non. Un DNA Center est capable également de gérer le wireless également
quand on n'est pas en mode fabrique, hein, gérer en mode centralisé des interfaces sur le contrôleur, également Flex Connect, la définition des VLAN, je ne vais pas m'attarder sur ce point. On a également la capacité de définir des SSID de type guest, et sur lesquels eh bien, on va gérer, alors là, ça serait par exemple le SSID DNAD pour les attendees, dans lequel eh bien, je vais pouvoir gérer un portail d'authentification de manière automatisée. Alors, je peux le gérer automatiquement sur ISE, d'accord? Et après, j'ai tout un workflow de configuration de ce portail depuis DNA Center. Hein, je vais tout faire depuis DNA Center pour pouvoir créer mon portail. Je peux utiliser éventuellement, si je le souhaite, un autre serveur pour l'authentification. Je peux fonctionner en pass-through et reposer sur une appliance qui sera en coupure. J'ai énormément d'options pour pouvoir gérer tout ça. Voilà pour la démo associée à Software Defined Access. Je ne doute pas qu'elle soulève peut-être plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Et je ne doute pas non plus que mes collègues sont fort occupés à y répondre en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait des éléments qui étaient assez importants dans la fabrique. Donc, les edge nodes sur lesquels on va connecter les utilisateurs, les endpoints. Les border nodes pour sortir de la fabrique. Et on a les control plane nodes. Alors, les control plane nodes, vous l'avez vu, c'est une fonction, on va dire, dans 99% des designs que l'on voit, et 95%, cette fonction de control plane node, elle est colocalisée avec le border node. En gros, on a deux switches de cœur sur un site qui gère à la fois les fonctions de border et de contrôle. Donc, control plane node, on va systématiquement le redonder. On a également la capacité, alors, un autre point avant de partir sur le Wi-Fi, on peut avoir dans notre fabrique des nœuds qui ne font rien, du moins qui ne gèrent que l'underlay, qui ne servent pas du tout à connecter des utilisateurs, à sortir de la fabrique. Et c'est ce qu'on appelle les nœuds intermédiaires. Ça, ces nœuds-là, ils n'ont aucun prérequis par rapport à la fabrique. Alors, un prérequis ici, quand même, il faut que la MTU soit suffisante pour pouvoir permettre les paquets VXLAN de passer. Mais ces nœuds-là ne participent pas à la technologie de fabrique. Ensuite, on a notre DNA Center qui va piloter la construction de notre fabrique et qui va orchestrer également la segmentation en s'appuyant sur ISE. Quand on va mettre un nouvel équipement dans la fabrique, DNA Center va configurer le nouvel équipement pour pouvoir parler avec ISE et DNA Center va parler avec ISE pour pouvoir accepter les connexions radius de l'équipement. Pourquoi ces éléments sont dissociés? C'est essentiel de le comprendre. C'est qu'on a décidé de garder DNA Center sur un plan qui est purement d'orchestration. Je prends mon DNA Center, je le retire du réseau, je fais un shutdown, je le démonte, le réseau continue de fonctionner. Il n'a aucun rôle d'un point de vue forwarding, d'un point de vue sécurité. Ce n'est pas lui c'est lui qui l'orchestre, mais ce n'est pas lui qui l'implémente. C'est-à-dire que le DNA Center, vous pouvez le mettre, et vous allez le mettre dans votre data center, possiblement loin de vos sites. Peut-être que vous allez perdre la connectivité vers votre DNA Center, peut-être qu'il y aura des opérations à un moment donné qui vont entraîner une perte de DNA Center. Évidemment, on va éviter quand même. Mais je veux absolument vous rassurer par rapport à ça, c'est-à-dire que le réseau continue de fonctionner de manière autonome. Et c'est pour ça qu'on a dissocié cette gestion de policy, qui, elle, doit être gardée dans le temps, qui peut être extrêmement distribuée. Vous savez qu'ISE, on peut mettre énormément de ce qu'on appelle les PSN. Ce sont les nœuds qui vont implémenter les services qui vont garantir l'authentification des utilisateurs, qui vont garantir également leur autorisation et puis la segmentation. Ces nœuds-là, on va pouvoir, si on le souhaite, on va pouvoir également les distribuer au plus près des sites. Imaginez une usine, vous voulez que l'usine elle continue de produire, même si le WAN est complètement cassé, ça peut avoir énormément de sens d'avoir un serveur ISE dans l'usine. Par contre, DNA Center, vous allez peut-être pouvoir le garder dans le cœur du réseau. Et peu importe que vous perdiez votre DNA Center, l'accès au WAN, ok, vous n'avez plus accès à DNA Center, mais toutes vos policies de sécurité, tout ça est en place. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au wireless. Le wireless, dans la démonstration que vous avez vue, il est géré en mode fabrique. C'est-à-dire qu'il est complètement intégré en mode fabrique, avec des AP qui sont connectés derrière mes edge nodes, qui sont des fabric modes
access points. Et vous avez un wireless LAN controller qui est également lui aussi en mode fabrique à l'extérieur de cette dernière. C'est pas une obligation. Le wireless, on peut, si on le souhaite, on peut le garder en mode centralisé. On parle de mode over the top, dans lequel les flux des utilisateurs Wi-Fi sont encapsulés en cap WAP jusqu'à mon contrôleur Wi-Fi, comme vous connaissez bien. Donc là, on peut être en mode fabrique ou non, on va dire. Souvent, le choix va plutôt dépendre d'un existant, d'une stratégie existante et d'une stratégie de migration. On ne peut peut-être pas tout faire d'un coup. Ça va dépendre si c'est un bâtiment existant, un nouveau bâtiment sur lequel on va déployer. On a vu les deux. On a vu les deux dans les stratégies de déploiement. Alors, ce wireless LAN controller, ça peut être un contrôleur, externe, comme vous l'avez vu ici sur ma fabrique d'ici les Moulineaux. J'ai ici un 5520 qui est présent. Et notez au passage, évidemment, aujourd'hui, on va plutôt essayer de voir le Catalyst 9800, mais vous noterez au passage la capacité de pouvoir intégrer des équipements de la génération précédente, des 5520 et sur les switches. Ici, on a par exemple, c'est un 3650 qui est un Edge Node, un 3850 également peut aussi être un Edge Node. 3850, il est sorti en 2013, et comme nos équipements ont des ASIC qui sont programmables, eh bien, on a pu les reprogrammer pour supporter VXLAN, pour supporter cette technologie de fabrique, comme ce n'était pas disponible. Là, je me connecte par exemple sur un Edge Node, qui est mon 3650 qui est là. Je peux, par exemple, voir, tout à l'heure, je vous ai dit que les virtual networks étaient instanciés sur un Edge Node sous forme de VRF. Si je fais un show VRF, on va voir que les virtual networks que j'ai créés, Building, Guest, IT, normalement, vous vous rappelez, sont présents sur le réseau. Alors, sur le site d'ici Muno, ici, j'ai un contrôleur Wi-Fi qui est dédié. Sur le site de Boulogne, qui est un plus petit site, eh bien, finalement, j'ai choisi d'intégrer la fonction de contrôleur Wi-Fi directement sur mon switch de cœur. Donc, c'est quelque chose qui est possible pour SD Access uniquement. Et toutes les fonctions de wireless sont intégralement gérées depuis DNS Center. Donc, un point essentiel à comprendre, quand le Wi-Fi est géré en mode fabrique, les flux Wi-Fi, les données des utilisateurs ne transitent pas, ne sont pas encapsulées vers le contrôleur Wi-Fi. Le contrôleur Wi-Fi il est là pour gérer la mobilité, pour gérer la radio, ce qui reste des fonctions essentielles, extrêmement importantes, mais on a dissocié la partie gestion Wi-Fi, gestion mobilité, de la partie gestion du transport des données. Les données des utilisateurs sont transportées en local sur l'infrastructure réseau. On n'a plus besoin de tout centraliser. Donc là, également, les flux des utilisateurs ne passent pas par mon 5520. Le 5520, il gère notre mobilité, il gère la radio avec RRM, notamment comme vous l'avez vu la semaine dernière. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est cette capacité de porter ces fonctions wireless également sur les switches quand le scale le permet. On va pouvoir supporter 200 access points selon les modèles, donc ça commence à faire déjà des petits réseaux. Alors, pour comprendre ce que fait le control plane node, je vous ai mis un petit packet walk. Alors, c'est un packet walk qui est simplifié, qui est layer 3. On peut avoir des modes layer 2, des modes de flooding. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails-là, je pense que ce n'est pas le point. Mais juste pour que vous puissiez visualiser un petit peu à quoi servent les nœuds. Les edge nodes permettent de connecter les utilisateurs. D'accord? Et quand je vais connecter un endpoint sur un edge node, eh bien, ça va générer une entrée, d'accord, qui va associer l'adresse IP de l'utilisateur vers ce qu'on appelle un edge node. On va appeler ça un locator. C'est Lisp, le protocole de contrôle qui est utilisé. Donc, on a automatiquement un binding qui est fait, un mapping qui est fait entre les adresses IP des utilisateurs et les adresses IP des endpoints sur le réseau. Si automatiquement, le edge node qui voit un nouveau endpoint va enregistrer ce mapping dans les control plane nodes. Donc, si on a plusieurs control plane nodes, on va enregistrer le mapping dans tous les control plane nodes, ce qui permet d'avoir la redondance escomptée. Et après,
on va faire ça évidemment sur l'intégralité des edge nodes. On va voir ce mapping. Évidemment, les virtual networks peuvent être distincts, hein. Donc, on a une compréhension à ce niveau-là des différents virtual networks. Et quand on va envoyer un paquet, par exemple, imaginons ici que 10201 va envoyer un paquet à 10202, ils sont sur le même subnet, eh bien, donc mon paquet est présent. Que va faire le edge node? Eh bien, il va demander au control plane node où est la destination. On va demander, dis-moi où est 10202 dans le Virtual Network 1. OK, je sais que ce endpoint est présent derrière tel, tel edge node. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir encapsuler les données dans un paquet VXLAN, dans un header VXLAN, qui sera transporté entre mes switches d'accès, entre mes edge nodes. Et dans le header VXLAN, on va spécifier à la fois le virtual network, la macro-segmentation, et le SGT, la micro-segmentation, avec possibilité d'appliquer derrière ma micro-segmentation, mes policies, comme je vous l'ai détaillé tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à prendre en compte. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est le rôle du edge node et le rôle du control plane node. Alors, bien évidemment, hein, les requêtes, on ne va pas les faire à chaque paquet, mais c'est ce qu'on appelle un mode qui est dit conversationnel. Alors, je ne sais pas si la traduction en français est très bonne, mais l'idée, c'est que si vous avez une fabrique avec 10 000 utilisateurs, les 10 000 utilisateurs, ils ne parlent pas tous entre eux. Donc, il n'y a aucun point de faire un mode d'apprentissage en mode flooding sur lesquels tous les utilisateurs, ou du moins tous les edge nodes, disposent de toutes les entrées, ce qui pourrait être assez pesant sur les TCAM des switches. Et ici, en fait, on apprend les mappings que si on en a besoin. Hein, c'est un mode qui est extrêmement puissant et qui a montré son efficacité. Alors, les protocoles, le transport, je vous l'ai dit, c'est du VXLAN. Le control plane, c'est de l'ISP, avec tous les RFC qui vont avec à chaque fois. Et pour la microsegmentation, on utilise TrustSec, hein, les SGT. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez Cisco, qui doit avoir 10 ans au moins. Donc, on réutilise ces points-là. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement fiables, extrêmement bien implémentées, disponibles sur toute une gamme de produits chez Cisco comme ailleurs, hein, ce qui va permettre sur des firewalls, sur le WAN, de pouvoir gérer sur le data center, de pouvoir gérer cette micro-segmentation. Et ça, on détaillera également ça plutôt la semaine prochaine. Les équipements qui sont supportés, bien, on a sur la partie switching et Wi-Fi, on a évidemment la gamme actuelle Catalyst 9000, d'accord? Mais on intègre également les équipements de la génération précédente avec les Catalyst 3, 4, 6, Nexus 7000. Sur le Wi-Fi également, je vous ai parlé du 5520, du 8540, du 3504, hein, qui supporte la partie wireless. Évidemment, pareil sur les access points, on va supporter les access points en Wave 2. Les Catalyst 9100 aujourd'hui seront peut-être privilégiés pour niveau déploiement. Mais voilà, on a toujours cette logique de protection des investissements. On supporte également SD Access sur les routeurs, ce qui peut avoir son intérêt également pour avoir certains cas de figure quand on veut faire des policies un petit peu avancées, sortir d'une fabrique et repartir en IPsec par exemple, voire en SD-WAN. Ça, on le détaillera également. Et on a également les extended nodes qui ne sont plus en bêta, qui étaient en bêta. Je pense que j'aurais dû revoir mes slides parce que ça fait près d'un an que ce n'est plus du bêta. Où on a les IE, les 3K, les 4K, les 5K qui sont supportés, les 3560CX. Hein, vous les avez vus, tout cela, vous les avez vus dans la démo. Et on a aussi des switches qui s'appellent les Cisco Digital Building Switches, qui permettent notamment de gérer dans les plafonds tout ce qui est éclairage connecté. Alors, un point qui est important, oubliez ce slide. Par contre, systématiquement, vous faites CSCO, SDA Compatibility Matrix, et vous avez une vue de tous les devices supportés avec les operating systems dans chaque version de SD Access de DNS Center. C'est très important. C'est votre référence qui doit être ici. Alors, un petit détail à ce niveau-là, une petite parenthèse. Vous avez compris, SD Access, oui, ça repose sur une fabrique, mais l'objectif,
euh, c'est de l'automatisation. L'objectif, c'est de la segmentation. L'objectif, c'est avoir une expérience utilisateur optimale avec assurance et notamment la capacité de comprendre ce qui se passe réellement dans le réseau. Certains clients veulent déployer des fabriques euh, pour des besoins plutôt, j'ai envie de dire, alors tuyauterie, ça serait peut-être un peu péjoratif, mais de connectivité du moins. Hein, être capable de dire, bah, moi non, j'ai besoin d'avoir une fabrique entre tel et tel équipement. Je veux pouvoir customiser exactement la configuration que je veux mettre en place. Je n'ai pas forcément besoin de DNS Center, c'est bon, je suis le roi du CLI, ou alors j'ai un Ansible à côté et je vais y arriver à le faire tout seul parce que voilà, je suis suffisamment staffé et ça me va très bien. On est parfaitement à l'aise avec ça. On n'a pas, chez Cisco, le point, c'est on a des clients évidemment qui viennent de beaucoup d'horizons, on a des service providers, des grandes entreprises, des PME, enfin voilà. Donc, il est évident que euh, une solution, des fois, parfois ne peut pas convenir à tout le monde et certains peuvent avoir d'autres approches et être plutôt en mode do it yourself, hein, avec, on va dire, une flexibilité technique. SD Access va plutôt vous apporter une flexibilité business. Hein, vous avez vu, vous travaillez selon l'intention. Vous filtrez par rapport à des groupes. Vous êtes vraiment sur une logique d'automatisation sur des principes business. Vous ne vous souciez pas forcément des détails techniques qui sont derrière. Vous avez accès, vous pouvez les monitorer. Vous avez vu que derrière, c'est du CLI, vous pouvez regarder pour ceux qui s'intéressent. Vous pouvez faire ça, mais ce n'est pas le but d'SD Access. Certains clients ne cherchent pas cette flexibilité business, ou du moins cherchent avant tout ce qu'on appelle une flexibilité technique. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir contrôler au caractère près la ligne de CLI qui va pouvoir être poussée pour pouvoir faire exactement l'architecture qu'ils veulent. Et pour ça, eh bien, on a aussi le support dans les Catalyst 9000 de VXLAN EVPN, comme on l'a sur nos autres gammes, sur les routeurs chez Cisco, les gammes ISR-ASR, que ce soit également sur même les ASR 9000, que ce soit également sur les Nexus 9000, bien évidemment. Donc, on a cette capacité de pouvoir travailler en VXLAN EVPN, d'accord, avec le support du standard, support exhaustif. Vous n'avez qu'à regarder un petit peu les fonctions dans les release notes des versions depuis les versions 16, 12 et dans les dernières versions, c'est assez impressionnant. Hein. C'est-à-dire, vous terminez une fabrique VXLAN VPN d'un côté, vous ressortez en VPLS de l'autre, vous ressortez en Layer 3 VPN. On a une customisation qui est vraiment complète. Voilà. Donc, c'est possible. C'est pas le sujet du jour, mais voilà, je sais que peut-être certains d'entre vous vont se dire, oula, moi, il faut plutôt que je travaille sur des attributs plus techniques. Je suis le roi de l'Ansible, donc je vais plutôt faire tout ça avec Ansible. Pourquoi pas? C'est possible également avec les mêmes équipements. Donc, on a vraiment notre couteau suisse qui permet de fonctionner en mode traditionnel, en mode VXLAN VPN et en mode Software Defined Access pour avoir l'agilité business la plus importante. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, un point qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est ce besoin de visibilité. Visibilité, si on veut pouvoir euh, avoir un contexte de connexion qui nous permette de faire des actions, ben, il faut comprendre quel device va se connecter. Hein, donc là, c'est un exemple. Si on sait pas, si on n'a pas l'identité de l'utilisateur, on a juste une adresse IP, on ne sait pas le type de device qui est connecté, on ne sait pas s'il y a des fonctions, s'il y a des vulnérabilités sur ce type de device, on ne sait pas où l'utilisateur est connecté, à quelle heure, etc. On ne sait pas le type de device. Si on n'a pas ces informations, c'est extrêmement compliqué derrière d'avoir. On a beau avoir un moteur qui fait de la micro-segmentation, si on n'a pas toutes ces informations-là de contexte, on est perdu. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un moteur, on a une capacité d'avoir toutes ces informations. Hein. ISE fournit un profiling extrêmement riche des équipements. Vous pouvez même rajouter, si vous le souhaitez, vos propres règles de profiling. Vous avez toute la partie NAC pour pouvoir regarder sur posture de device pour pouvoir comprendre le device, comment il est connecté, est-ce que vous avez son antivirus, est-ce qu'il est à jour, etc. L'intégration avec le MDM, l'intégration avec un écosystème de plus de 100 partenaires dans le domaine de la sécurité, hein, pour savoir, par exemple, s'il y a des vulnérabilités en cours sur un device.
ça peut être très intéressant pour prendre une règle de segmentation derrière. Donc, quand vous êtes sur un projet Software Defined Access, il faut vraiment avoir une vue 360. Hein. Ce n'est pas un projet uniquement de tuyauterie réseau, c'est un projet de sécurisation, de sécurité, dans lequel on doit prendre en compte également toute cette partie de profiling, de compréhension des éléments qui sont connectés sur le réseau. Et là, heureusement, eh bien, SD Access fournit de facto la brique nécessaire pour avoir cette vision complète de qui est connecté, comment, et tous les détails qui vont avec. Et puis, c'est pas tout de connecter des devices, de mettre de la micro-segmentation. Le paradigme de sécurité Cisco, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant, durant et après une attaque de sécurité. Vous pouvez très bien mettre en place une règle de sécurité pour un device en pensant qu'il est tout à fait clean, tout à fait propre, et puis vous rendre compte, via une analyse fine, que le device est peut-être compromis. Vous l'avez vu la semaine dernière, on peut intégrer dans DNS Center, on peut intégrer nativement, enfin de manière extrêmement simple, la solution Cisco StealthWatch, qui est une solution de sécurité qui permet de voir l'intégralité des flux qui sont transportés sur le réseau, en tout point du réseau, d'accord, pas juste sur le firewall, mais depuis le switch d'accès, on va voir exactement les flux qui sont transportés sur le réseau, et on va pouvoir les analyser de manière extrêmement précise. L'idée, ce n'est pas de voir les flux, mais c'est de faire tourner sur ces typologies de flux des algorithmes qui vont nous permettre de voir si on a potentiellement des endpoints qui sont compromis. Et ce qui est extrêmement puissant, c'est que sur les gammes Catalyst 9000, notamment à partir de la gamme 9003, on a quelque chose qui s'appelle ETA, Encrypted Traffic Analytics, qui est une fonction qui permet même de faire cette analyse, y compris quand les flux sont chiffrés. Alors, on ne fait pas du man in the middle, on n'est pas là pour aller décrypter les flux, mais on va pouvoir reconnaître des typologies de flux qui vont pouvoir être utilisées derrière par StealthWatch, qui va s'appuyer sur toute notre base Talos de sécurité, toute notre base de connaissances de Threat Intelligence Talos, pour pouvoir reconnaître et visualiser s'il y a des compromissions en cours sur le réseau. Alors, c'est pas forcément, ça ne nécessite pas forcément Software Defined Access. On peut faire StealthWatch, ETA sans Software Defined Access. L'avantage quand on est en Software Defined Access, il est double. Le premier point, c'est que automatiser tout ça, c'est extrêmement simple. Un clic sur DNS Center et on intègre StealthWatch. Le deuxième avantage, il est que on va pouvoir également remédier extrêmement simplement à une attaque. Un utilisateur ou un endpoint est vu comme étant compromis par StealthWatch. StealthWatch va pouvoir informer notre orchestration. On va pouvoir effectuer ce qu'on appelle un change of authorization, et dire, moi, tel utilisateur, je veux le déconnecter du réseau. Mais comme on est en Software Defined Access, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus fin que déconnecter du réseau? On va pouvoir changer, par exemple, le security group, le groupe de connexion. L'utilisateur ne va pas forcément changer d'adresse IP, d'accord? Mais en changeant son groupe, de manière native, on va pouvoir éventuellement commencer à protéger, à l'isoler des autres utilisateurs qui sont à côté. C'est extrêmement puissant. Parce que des fois, on est dans un mode où c'est pas blanc ou noir. Des fois, on peut être dans un mode un peu gris. On ne sait pas si on est compromis. Écoute, on te met dans un groupe tag, dans un groupe de type quarantaine. Tu as le droit de faire des opérations de base, mais je te coupe, du moins, je vais te forcer à éventuellement transiter par des proxys ou des éléments de sécurité encore un petit peu plus violents pour comprendre exactement ce qui se passe sur ton réseau, sur ton endpoint. Voilà. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas juste de l'automatisation, ce n'est pas juste de la segmentation, c'est la segmentation de bout en bout. Cette capacité de comprendre qui est connecté, d'avoir ce profiling, ce contrôle de posture pour pouvoir réellement
avoir une segmentation effective. Et dans un deuxième temps, être capable également de voir, d'observer ce qui se passe réellement sur le réseau pour pouvoir prendre les actions qui vont bien. D'accord? Donc, c'est vraiment tout le long que Software Defined Access joue un rôle avec les solutions StatSwatch et ISE qui vont permettre l'accompagnement. Ce qu'il faut voir, c'est que un élément essentiel de SD Access, c'est que c'est quelque chose qui évolue énormément. Alors là, c'est vrai que j'aurais pu prendre une roadmap un peu plus récente, parce qu'on a encore eu pas mal de choses qui sont arrivées. Mais à chaque nouvelle version de SD Access, qui se traduit finalement par un upgrade de DNA Center, on va voir énormément de fonctions qui vont arriver. Par exemple, avant la version 1.3, on n'avait pas IPv6. Un client qui a déployé en 1.2, il upgrade en 1.3, ajouter IPv6, c'est juste rajouter un pool IPv6 et cliquer et c'est terminé. Pareil, le multicast était également initialement en 1.1, on était en Ingress Replication, maintenant on est sur du native multicast, beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Alors ça, je vous parle de choses qui sont arrivées en octobre 2018, hein, donc déjà on est sur des choses qui sont, c'est quand même bien derrière nous, hein, mais il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle release de Data Center, vous allez bénéficier de nouveaux services, de nouvelles capacités, de nouvelles architectures, de nouvelles fiabilités. Je me rappelle un de mes clients qui avait déployé SD Access, il m'avait rappelé après, un peu de temps après, mais c'est au moment de l'activation d'une fonctionnalité, je crois que c'était multicast, il m'avait dit, là j'ai compris vraiment la puissance de SD Access. Hein, c'est pas forcément le déploiement initial, de toute façon, ça on sait, on porte des boîtes, on les branche, etc. Il y a toujours du travail. Mais alors, quand derrière, je veux rajouter un service, un clic, Enable Multicast, terminé, et le job est fait. Un clic, Enable IPv6, terminé, le job est fait. OK. Et ça, c'est un exemple hein, pour illustrer tout ça que j'ai pris sur un fabrique, sur le lab que vous avez vu, après un upgrade de Data Center, où je vois ici deux informations qui me sont données, enfin du moins un warning et deux informations. Premier warning, écoute, on a vu qu'il y avait peut-être un problème de sécurité sur ta fabrique. Tu peux appliquer un fixe de sécurité. Clique ici et tu sécurises ton réseau. Deuxième chose, on a vu que maintenant, on supporte Application Visibility and Control, hein, la partie Deep Packet Inspection, également sur les Catalyst 9000, on est capable de le faire, et on est capable notamment de le faire avec Data Center. Maintenant, tu sais quoi, ta fabrique, tu fais un clic, et tous tes nœuds vont pouvoir faire du Deep Packet Inspection. Tu auras non plus qu'une visibilité des flux, mais tu auras une visibilité également des flux et des applications utilisées par tes différents utilisateurs. Donc, c'est ça, SD Access. C'est là, vous voyez la différence avec une fabrique type VXLAN et VPN que vous pourriez faire à la main. Là, vous avez un système que vous pouvez piloter, qui va évoluer, qui va vous offrir de nouveaux services avec le temps. Je vois que je déborde un petit peu, ce qui donnera raison à mon collègue qui a fait l'intro. Merci Federico. Sur la partie multisite, c'est un sujet qui est assez important pour l'avoir vu avec de nombreux clients. J'étais assez surpris au départ de voir à quel point c'était un sujet qui était essentiel. Finalement, c'est assez logique. On a rarement un seul site. Autant on peut avoir des fois, on va consolider sur un ou deux data centers. La plupart du temps, on a un nombre de sites qui est plus important que le nombre de data centers. Il faut être capable de les gérer. L'idée qu'on a, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle un fabric domain. Hein. Tout à l'heure, dans ma démo, vous l'avez vu, c'était le fabric domain, c'était France. Et de pouvoir créer, dans chaque fabric domain, on va pouvoir créer différents sites. Et ces sites, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'ils soient complètement indépendants les uns avec les autres. Hein, l'idée, c'est qu'on puisse faire une manipulation sur un site sans risquer de faire que ça puisse avoir un impact avec un autre site. Prenez l'exemple des control plane node. Vous n'avez pas envie que si le control plane node du site 2 tombe, vous n'avez pas envie que ça impacte le routage sur le site 1. Ce serait pas terrible d'un point de vue topologie. Donc on a ces sites qui sont là, puis on a également cette notion de fabrique de transit qui va permettre d'aider à l'interconnexion de ces sites. Alors, c'est quoi un fabric site? C'est ce que vous voulez en fait.
c'est à vous de définir ce que vous considérez comme étant un fabric site. Un fabric site, ça peut être un campus complet avec plein de bâtiments. Prenez l'exemple, un campus en région avec 15 bâtiments, tous interconnectés avec de la fibre noire dans la même rue. Vous pourriez très bien dire que tout ça, c'est une seule et même fabrique. Hein. On peut scaler, faire des fabriques immenses. Je pense qu'on doit scaler à 100 000 endpoints dans une fabrique. 100 000 endpoints and users connectés à une même fabrique. Donc, pourquoi pas, si c'est le bon modèle. On peut aussi décider d'avoir séparé tout ça, de dire non, finalement, je vais faire une fabrique par bâtiment, ou alors deux bâtiments dans une fabrique, un autre nombre de bâtiments dans une autre fabrique. Une fabrique, ça peut être juste un étage. Une fabrique, ça peut être juste un switch. Un switch qui gère à la fois les fonctions de border node, control plane node, edge node et de contrôleur Wi-Fi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe qu'une fabrique elle soit très grosse, très petite, moyenne, peu importe la taille de la fabrique, on va les gérer, toutes ces fabriques, on va les gérer de la même manière. Les gestes opérationnels pour gérer une fabrique avec 500 endpoints et 1 endpoint sont exactement les mêmes. D'accord? C'est la même logique. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction, quand on est en mode fabrique, on n'est plus à se poser la question de savoir comment le réseau est architecturé. On a quelque chose qui est extrêmement harmonisé. Hein. Donc, pour la petite histoire, ce mode dans lequel un switch assure toutes les fonctions, on appelle ça Fabric in a Box. Hein, donc, c'est quelque chose que vous entendrez peut-être si vous regardez un petit peu les design guides, si vous avez des tout petits sites à gérer et que vous voulez aussi les automatiser, aucun problème, vous posez votre switch et plutôt que d'avoir une logique de VLAN complexe, etc., eh bien, vous gérez tout votre host onboarding en mode fabrique, peu importe qu'il n'y ait qu'un seul switch, ça reste tout aussi simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour gérer tous ces sites, vous pouvez tous les gérer depuis le même DNS Center. D'accord? Le même DNS Center va pouvoir gérer, à travers le WAN, va pouvoir gérer l'intégralité de ces sites et va même pouvoir gérer la manière dont on va les interconnecter à travers ces fameux transits dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pour référence, voici un peu des tableaux de scalabilité de DNS Center. Il n'y a pas de secret, c'est complètement transparent. Vous connaissez Cisco, les release notes, les configuration guides, tout est publié. Ça, vous allez les retrouver également en ligne dans tous les tableaux de scalabilité pour chaque release de DNS Center, vous les avez. Je veux juste vous voyez quelque chose, c'est le nombre de endpoints supportés sur les apparences pixels, 100 000 endpoints. On peut faire des gros réseaux. On peut faire des très gros réseaux, on peut gérer 500 sites, on peut gérer, voilà, ça c'est plus particulièrement pour FBA. Donc vous voyez qu'on peut gérer un certain nombre de fabriques domaines, mais ce qui est important, c'est pas tellement les fabriques domaines, c'est plutôt les fabriques sites. Normalement, on va faire assez peu de fabriques domaines, on va en faire un, deux, pourquoi pas. Et c'est plutôt au niveau des fabriques sites qu'on aura un nombre important. Donc ça, c'est plus pour votre référence. Alors les transits peuvent être de deux types aujourd'hui. Des transits soit de mode SD Access ou soit de mode IP Transit. Et on va voir un petit peu ce que ça veut dire. Une fabrique de type SD Access, une fabrique de type IP Transit, et c'est vous qui allez définir ça dans votre workflow de configuration SD Access, c'est vous qui définissez ces aspects-là. Ça, c'est une fabrique de type IP. Une fabrique de type IP, c'est une façon, une IP-based transit, c'est juste, ça veut juste dire que le trafic va sortir de notre fabrique site en IP pur et dur. Il n'y a plus de notion de fabrique dans le cœur. D'accord? Donc, concrètement, pour chaque virtual network, pour chaque VRF, on va ressortir finalement VRF Lite, enfin avec un trunk 801Q, et chaque virtual network va sortir sur un VLAN différent que vous aurez pris soin de configurer. Et derrière, eh bien, évidemment, si vous voulez conserver votre macro-segmentation, si vous voulez conserver de la segmentation, il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Si ici vous avez créé Virtual Network Guest, enfin du moins Virtual Network IT et IoT, et que vous voulez garder cette segmentation end-to-end, bah forcément, il faut que dans le cœur, vous ayez une technologie de segmentation. Ça peut être du MPLS VPN, ça peut être des tunnels IPsec, ça peut être votre opérateur qui vous fournit des VPN disjoints, peu importe. L'intérêt de cette solution, ici, c'est que vraiment, vous donnez au WAN un paquet qui est nu, un paquet IP
sur lequel vous pouvez faire des règles type firewall, stateful, du one optimization, du SD-WAN. Vous pouvez faire beaucoup de choses, du type packet inspection si c'est nécessaire. D'accord? Ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, quelque part, c'est que, oui, évidemment, il faut peut-être travailler un petit peu sur cette partie-là pour pouvoir conserver la segmentation et, quelque part, conserver possiblement cette micro-segmentation. Et là, on a des solutions que je ne détaillerai pas ici pour pouvoir conserver nos fameux security group tags, même quand finalement ceux-ci ne sont pas transportés dans le WAN. Vous vous rappelez que le security group tag, on le transporte dans l'entête VXLAN. Si au milieu, vous avez un opérateur qui ne sait pas gérer les security group tags, comme il y a de fortes chances que ce soit le cas, eh bien, vous êtes embêté. Par contre, on a une solution à base de SXP qui permet de récupérer les SGT à l'autre bout. L'autre mode de transit qui est disponible s'appelle une fabrique SD Access de transit. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tout simplement une fabrique, de la même manière qu'on a une fabrique SD Access dans les sites, on a une fabrique SD Access qui assure finalement la connexion des borders entre eux. Donc là, la configuration, elle est extrêmement simple. Vous devez avoir sur votre border, vous avez la capacité de pouvoir spécifier, voilà, vous dites je veux me connecter à ma fabrique SD Access de transit, terminé, et automatiquement tout le routage va être fait pour pouvoir eh bien, annoncer dans la fabrique SD Access de transit les neighbors qui vont bien. Ça, c'est extrêmement simple à mettre en place. Ce qui est très bien, c'est que le header VXLAN va pouvoir permettre de transporter mes virtual networks, mes SGT, conserver ma micro-segmentation. Il n'y a aucun prérequis sur le cœur. En fait, si, il y a des prérequis sur le cœur. Il faut avoir une MTU suffisante pour pouvoir transporter notre paquet VXLAN. Donc 1500 octets plus un petit quelque chose pour pouvoir faire le VXLAN. Donc on va dire à 1560, ça serait pas mal d'avoir, on va dire dans ces eaux-là au minimum. Si on peut aller à 9100, c'est très bien. Et autre point, une fois que vous avez votre encapsulation VXLAN au-dessus du cœur, si à l'intérieur vous voulez avoir de l'IPS, du Deep Packet Inspection, du routage intelligent, des choses comme ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que finalement, vous ne voyez pas le paquet. Vous ne voyez pas le paquet nu, vous voyez le paquet VXLAN ici. Hein. Donc, on fait une première fabrique. Le paquet, il est transporté jusqu'au border en VXLAN. Au border, on fait un stop et on repart en VXLAN dans notre fabrique de transit. On refait un stop et on repart en VXLAN sur notre fabrique de site. On ne fait pas une seule et même fabrique, je rappelle. C'est des fabriques disjointes pour pouvoir gagner en fiabilité et en scalabilité. Il ne faut pas que ces stops, ça vous fasse peur. C'est évidemment géré en hardware dans nos ASIC programmables. Donc là, VXLAN, SGP, tout le long, et Lisp, tout le long sur la partie control plane. Alors, quelques perspectives un petit peu pour conclure cette présentation et qui seront une introduction plutôt pour la semaine prochaine. Il est évident que cette approche intent-based networking qui peut avoir Cisco, on l'a sur le campus avec Cisco SD Access, on l'a sur le WAN avec Cisco SD-WAN, on l'a sur le data center avec Cisco ACI. Avec à chaque fois les mêmes objectifs de fournir de l'automatisation, une expérience utilisateur, une compréhension de ce qui se passe dans le réseau et une segmentation et une sécurité avancée. On a fait le choix d'avoir des domaines disjoints parce que chaque domaine finalement va adresser des problématiques spécifiques. SCI, les workloads virtuels. Quand on va avoir SD Access, on va gérer plutôt la mobilité, le profiling des endpoints. Sur le SD-WAN, on va être préoccupé par des problématiques d'expérience utilisateur d'accès au cloud. Donc à chaque fois, on va gérer des problématiques, on va dire, spécifiques, mais toujours est-il que le paradigme reste le même. Et bien évidemment, et ça c'est des annonces qu'on a pu faire, que vous avez pu voir peut-être à Cisco Live, on a beaucoup de choses qui sont en route, qui sont déjà présentes pour pouvoir intégrer ces domaines entre eux. Donc intégrer SD Access avec SCI, des choses sont faites, vous les verrez la semaine prochaine. Intégrer SD-WAN avec SCI, intégrer SD-WAN avec SD Access. Et c'est là où je voudrais juste vous dire un mot aujourd'hui. C'est juste quand je dis qu'il y a deux types de transit. Alors vous l'avez peut-être vu tout à l'heure sur la démo. Il y avait en fait, si je reclique sur France ici, si je reclique sur fabrique, vous aviez ici une fabrique de transit de type SD-WAN. C'est un setup sur lequel on joue beaucoup. On prend quelques risques, on est très joueur
dans l'équipe. Hein, donc, c'est en bêta. Donc, on aura la capacité d'avoir le SD-WAN pour gérer le transit entre les sites et d'avoir une intégration du SD Access et du SD-WAN. Je vous en dis pas plus. Je laisse ça pour après. Donc voilà, vous l'avez compris, SD Access, c'est vraiment une architecture qui vous offre toute l'agilité nécessaire pour le business en termes d'automatisation, de compréhension du réseau, de sécurité. D'accord. Alors pour ça, on s'appuie sur une technologie de fabrique, on s'appuie sur DNA Center, et j'espère que vous avez compris finalement comment on va pouvoir, en jouant sur un changement d'architecture assez fort, comment on va pouvoir aller bien au-delà de ce qu'on va pouvoir faire sur des réseaux traditionnels, et ce de manière extrêmement simple et extrêmement contrôlée. Et puis peut-être plus important, de manière extrêmement fiable, parce que ça c'est le feedback qu'on a, c'est que les réseaux SD Access, ils tournent, ils sont extrêmement redondants. La promesse finalement d'avoir un underlay basé sur IP, donc adieu layer 2, adieu spanning tree, fonctionne, hein, c'est-à-dire ça tient réellement ses promesses. Et également cette approche multi-site avec extrêmement distribué fonctionne. Le modèle centralisé, hein, je vous rappelle ce qui est centralisé ici, c'est l'orchestration, mais toutes les décisions sont extrêmement décentralisées dans le réseau. Et ça, c'est extrêmement important également pour la fiabilité de l'infrastructure. Le modèle où tout est centralisé, on sait qu'au bout d'un moment, ça peut devenir un petit peu compliqué. Voilà, donc, le mot de la fin, c'est une citation que j'aime beaucoup. C'est à un moment donné, si on veut changer les choses, faut les changer vraiment. D'accord? On aurait pu continuer à rester sur des réseaux traditionnels et puis rajouter des nouvelles briques. C'est ce qu'on a fait depuis des années, rajouter des briques les unes par-dessus les autres pour apporter des solutions. Et à un moment donné, si on va aller plus loin, faut repenser différemment, faut repenser l'architecture et il faut revenir sur les fondations. C'est ce qu'on a fait avec SD Access. Hein, c'est revenir sur un socle différent, un socle de fabrique, pour pouvoir apporter tous ces services de manière plus fiable et plus simplement aussi, et plus automatisée. Voilà. Donc, Alex, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que la présentation vous a plu. Elle vous sera bien évidemment communiquée avec l'enregistrement et les slides à la fin des DNAD. Vous recevrez un email, donc je peux comprendre votre impatience, mais il faudra encore attendre un petit peu pour avoir tout le package. Et avec ça, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais rester un petit peu avec mes collègues pour pouvoir répondre à vos questions. On va couper l'enregistrement dans quelques secondes. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on vous dit à mardi prochain pour DNA Center Platform, une présentation qui sera axée sur comment DNA est ouvert sur le monde extérieur. Merci beaucoup et bonne fin de journée.